Bonsoir à tous. Mon invité ce soir, Philippe Petit, nous vient de la Martinique et pour vous le présenter de manière très succincte, rapidement, il est pharmacien à la retraite, il est né en 1957, d'un père martiniquais et d'une mère bordelaise. Il est le fondateur et président du mouvement MLM, Mouvement libéral martiniquais, en 92, donc création, devenu donc UDEM, Union des démocrates et écologistes de Martinique, et cela c'était en 2021. Il est donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, le président fondateur de ce mouvement, un mouvement qui lui a demandé, et on en saura plus tout à l'heure, de candidater aux prochaines élections présidentielles. Donc, il est en Guadeloupe pour parler aux Guadeloupéens et surtout pour mettre à ses côtés certains Guadeloupéens, des Guadeloupéens qui vont l'aider à obtenir des parrainages. Il a aussi écrit un livre sur les chemins buissonniers des 500 signatures. Nous en saurons plus d'ici quelques instants. Et puis, il est aussi le président de la Fédération UDI Martinique, Mouvement national centriste, depuis 2014. Il a été nommé coordinateur provisoire de ce mouvement en septembre 2013 par Yves Gégaud. Rappelez-vous cet homme qui a fait parler de lui en 2009 lors des mouvements sociaux de Martinique et de Guadeloupe, puisque Yves Gégaud a été ministre des Outre-mer. Maintenant, nous partirons, c'est vrai, du côté de la Martinique et avec notre invité, nous verrons un petit peu comment est-ce qu'il a abordé sa vie politique jusqu'ici, puisqu'il s'est présenté à plusieurs élections, dont plusieurs fois aux élections municipales à Ducos. Philippe Petit, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir Madame Boisset et merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à votre émission qui, je sais, est très regardée ailleurs qu'en Guadeloupe, d'ailleurs à la Martinique. Philippe Petit, alors c'est vrai, nous débuterons par une petite question sur le plan national. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'ambition de vous présenter aux prochaines élections présidentielles, les élections présidentielles de 2027. Donc un combat qui continue d'ores et déjà pour vous. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas un petit peu tôt pour justement débuter au niveau des présidentielles? Alors, vous savez, quand vous n'êtes pas connu, en tout cas sur le plan national, je suis un petit peu connu à la Martinique, un tout petit peu, puisque j'ai quand même quelques amis guadeloupéens, heureusement pour moi, vous ne pouvez pas partir au dernier moment, puisque vous ne bénéficiez pas à l'origine de l'appui d'un parti national. Je suis président d'une fédération UDI, qui est un mouvement national, mais ce n'est pas l'UDI qui m'a investi, puisqu'ils sont loin encore pour le moment de réfléchir à leur stratégie. C'est mon mouvement local qui, pour des raisons tout à fait louables, s'est dit qu'il valait avoir mieux de France que moins de France. C'est-à-dire que les mouvements qui se veulent indépendantistes, sécessionnistes, souverainistes, à mon avis et à notre avis, il y a une solution qui s'appelle la décentralisation, qui peut être poussée jusqu'au fédéralisme, c'est-à-dire qu'on peut avoir un chapeau français, une carte d'identité française, faire partie d'un bloc économique et culturel européen, tout en gardant sa spécificité, sa culture martiniquaise, sa culture guadeloupéenne, sa culture antillaise, dans un ensemble. Alors, est-ce que vous ne jouez pas, Philippe Petit, les troubles faits au niveau de l'UDI, puisqu'ils n'ont toujours pas décidé qui sera candidat au présidentiel? Et rappelez-vous, M. Jean-Christophe Lagarde, qui s'était retiré, qui n'a pas voulu participer aux dernières élections présidentielles. Et surtout, après, on a vu que l'UDI s'est rallié à la cause du président actuel, Emmanuel Macron. C'est pas tout à fait ça. Alors, d'abord, ce que vous dites est totalement fondé. L'UDI s'est monté avec un ministre qui était très connu, qui avait fait le Grenelle de l'environnement, qui s'appelle Jean-Louis Borloo, oui,
qui a démissionné. Il avait été programmé lorsque l'UDI a été fondé en 2012. C'était à la suite de la défaite de M. Sarkozy. C'était M. Hollande qui était rentré président. On estimait au sein de l'UDI qu'il y avait un créneau à prendre sur le créneau centriste. Et M. Borloo devait être candidat en 2017. Il se trouve qu'il ne l'a pas été pour des raisons de santé. M. Lagarde en 2022 ne l'a pas été non plus pour d'autres raisons qui lui sont personnelles. Je crois qu'il s'était présenté aux européennes et il avait eu un petit échec aux européennes. J'étais sur sa liste d'ailleurs où il a vu que l'adhésion populaire du centre était allée vers Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il avait lui-même bien réfléchi. Et quand vous rentrez dans une présidentielle... Quand on est président quand même de parti... Quand vous rentrez dans une présidentielle, il faut savoir que tout est mis à nu, votre vie privée, etc., puisque vous êtes sur le devant de la scène. Donc je ne sais pas s'il avait envie, sachant que ce n'était peut-être pas justifié au point de vue électoral, puisqu'il n'aurait peut-être pas eu les voix qu'il attendait par rapport à, si vous voulez, les tribulations de la liste aux européennes en 2019. Donc il a fait un raisonnement qui le regarde. Et nous avons été pris au piège, puisque je suis quand même rentré à l'UDI à l'époque parce que je croyais une certaine notion de présidentielle. Donc, sur le groupe WhatsApp du Bureau national, dont je fais partie, je leur ai dit, si vous n'êtes pas qu'à aller, est-ce que vous me faites l'honneur de me donner vos parrainages, puisqu'ils ont un réseau de plus de 600 élus qui sont conseillers régionaux, généraux ou bien maires en France. Et pour que vous soyez parrainés, il vous faut 500 parrainages sur 30 départements minimum qui viennent de maires, conseillers généraux, conseillers régionaux. Qui a répondu, l'UDI? Alors, donc, du coup, ils n'ont pas répondu, c'est-à-dire que j'ai quand même, bien entendu, écrit officiellement après que le groupe WhatsApp, et ils m'ont dit que l'heure n'est pas arrivée, que les statuts dans l'article 20 diront le moment venu. Donc, vous y allez quand même? Alors, moi, je me suis mis UDEM, sur mon étiquette UDEM, puisque c'était bien ça l'étiquette martiniquaise au départ, en disant qu'on verra si j'ai un petit peu forcé le verrou de l'UDI. Je n'en ai aucune idée. Madame Boisset a 4 ans de l'échéance. Disons qu'ils se pencheront, à mon avis, sur la question dans 2 ans et demi, 3 ans. Entre-temps, j'aurais fait mes chemins buissonniers et vu si, effectivement, la mayonnaise prend quelque part. Et s'il présente un autre candidat, est-ce que vous resterez dans votre ligne? Madame Boisset, je me suis présenté au nom de l'UDEM. À ce jour, c'est une aventure. C'est une odyssée. C'est quelque chose qui ne s'est pas fait. C'est-à-dire partir des îles, ou en tout cas, si je sais qu'Oscar Temarou l'avait fait en Polynésie française dans le sens plutôt d'une vue indépendantiste et que ça n'avait pas fonctionné sur le nombre de signatures. Donc là, je vais voir au fur et à mesure. Donc vous savez, si je suis parti, et c'est marqué dans le livre, c'est parce que j'avais quand même eu 7 maires en Martinique, que j'ai baptisé les 7 mercenaires, et 2 maires en Guadeloupe. Et donc j'ai dit la preuve par 9, c'est ce qu'on apprend à l'école au départ pour valider une addition et une division aussi. Je me suis dit que j'y allais parce que ces maires s'étaient quand même engagés sur une signature symbolique, puisque les parrainages officiels n'arrivent que 2 mois ou 3 mois avant l'élection présidentielle envoyée par le Conseil constitutionnel. Et c'est là qu'un maire remplit la feuille avec un seul nom dessus. Il faut donc que vous soyez réputé candidat. Aujourd'hui, en France, dans l'Hexagone, personne ne me connaît. Vous voyez, et vous me faites l'honneur de me faire connaître en Guadeloupe. Mais en Martinique, vous êtes connu. Bon, il faut dire, puisque j'ai lu un petit peu votre parcours, vous êtes présenté à plusieurs élections municipales. Entre autres. Oui, à Ducos, aux législatives aussi. Voilà. Vous êtes présenté. Et on peut dire que ça n'a pas vraiment fonctionné pour vous. Alors, pourquoi aller plus loin? Alors, quand on est militant, vous savez, on l'est comme on est. Je ne veux pas dire que c'est un virus, je ne vais pas dire que c'est une passion, je vais dire que c'est une cohérence intellectuelle. Et tant qu'à être militant, nous avons des pays que je qualifierais souvent, je le dis sur des plateaux télévisés, donc je n'ai pas de crainte, un petit peu une schizophrénie ambiante. C'est-à-dire que nous voulons tout. Mais on ne peut pas avoir tout dans la vie et il ne faut pas pouvoir dire qu'on veut des choses personnellement sans penser à un collectif national. Et je crois que c'est remettre quelque peu la tête à l'endroit de certaines personnes, ou en tout cas faire voir à la population qu'il n'y a pas qu'un chemin de retrait, mais un chemin d'alliance positive. Moi, je préfère additionner que soustraire. C'est mon tempérament. Donc, tant que j'avais de l'énergie et tant que je suis élu président de mon petit groupe centriste martiniquais, à partir du moment où les autres sont sur la même longueur d'onde que moi, il n'y avait pas de raison, dans la mesure où je n'ai pas de complexe à afficher
mes qualités sur un plateau, des idées, et d'où le livre sur les chemins buissonniers des 500 signatures, que d'ailleurs Cultura me fait l'honneur demain de m'inviter ce mercredi matin, avant le grand monsieur Décimus qui passe l'après-midi. Je serai à Cultura, la librairie, pour montrer que mon livre est quelque chose quand même de concret. Alors justement, et on va y arriver d'ici quelques instants, mais justement, donc vous dites ça n'a pas fonctionné à Ducos, ça peut fonctionner ailleurs. On a l'exemple de Christiane Taubira, rappelez-vous, en 2002, lorsqu'elle s'est présentée la première fois elle aux a élections, eu les signatures, oui. Elle a eu ses 500 signatures, oui. Elle a été critiquée en disant qu'elle avait peut-être entraîné l'échec de Lionel Jospin. Tout à fait. Et puis après, elle s'est présentée en 2022. Elle s'est présentée, elle a entamé la démarche et puis ensuite elle s'est retirée. Alors, lorsqu'on regarde tout cela, est-ce qu'on peut honnêtement se dire qu'un candidat antillais peut remporter une élection présidentielle? Alors, lorsqu'on regarde la configuration des choses. Alors, j'ai une phrase qui était de Guillaume d'Orange, je crois, un monsieur qui était à l'époque, c'était dans les Bahamas. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Maintenant, il ne faut pas tomber dans persévérare humanum est, mais diabolicum, quand on n'arrive pas à persévérer sans réussir, on ouvre la voie à des jeunes. Je pense qu'il y a, par le Bumidum probablement, et j'emploie le terme à dessein, toute une colonie d'Antillais qui s'est installée et qui est bien. C'est-à-dire que le retour au pays, quand vous leur proposez, ils ont suffisamment d'alliances entre eux, ils ont suffisamment d'alliances avec le français de France pour pouvoir vivre dans l'Hexagone et venir, malheureusement pas assez souvent, aux Antilles et peut-être pas investir. C'est l'occasion pour cette génération de là-bas, c'est l'occasion pour nos générations ici locales de leur montrer qu'il ne faut pas avoir peur. Et si je suis un passeur de génération, eh bien, j'aurais rempli mon rôle. Et comme disait Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Alors, est-ce que j'ai rempli la mienne? Vous savez, c'est à la fin d'une vie qu'on peut dire j'ai rempli, mais j'ai le sentiment à mon âge que je fais partie d'un paysage martiniquais dont le mot à dire, même s'il n'est pas sur le devant de la scène, compte parmi les opinions et permet de fortifier l'idée que nous pouvons être des Antillais fiers de nous, tout en étant dans la France et dans l'Europe, sans complexe. Alors, vraiment, et je vous demande de nous donner votre avis ou ambition profonde. Est-ce que vous dites, oui, je pars au combat très tôt, parce que je peux avoir, on va dire, cette chance, cette opportunité de réussir pour ces élections présidentielles. Est-ce que c'est ça ou est-ce que vous vous dites, je regarde un petit peu ce qui va se passer, mais sans grande conviction? Alors, j'y vais, si je fais ce livre sur les chemins buissonniers des 500 signatures, j'y vais vraiment pour les 500 signatures. Ce qui serait déjà un exploit venant de la Martinique. Très honnêtement, au stade où je suis, n'étant pas un grand élu, j'ai été 3 fois conseiller municipal d'opposition, je n'ai même pas siégé les 2 autres fois pour laisser des jeunes, mais je suis connu à la Martinique et disons que j'ai un discours qui peut passer et je l'exprime dans ce livre. Donc j'estime que je ne serais pas ridicule si j'avais ces 500 signatures. Maintenant, step by step, je vais d'abord essayer d'obtenir ces 500 signatures. Je pars dans ma tête comme si je les obtenais et si je les obtiens, la deuxième étape, ça sera de convaincre un certain nombre de fois. Est-ce que vous me voyez, est-ce que je me vois président de la République? Très honnêtement, au moment où je pars, je n'y pense même pas. On ne sait pas ce que la vie réserve, mais je pense surtout à l'exploit que ce serait d'avoir déjà 500 signatures. Et peut-être que les médias participeront à cette collecte, puisque je pense que le peuple guadeloupéen écoute et qu'il dira à ses élus, probablement ses maires, et bam, ici en chance, bam, en parrainage. Oui, alors vous dites déjà que vous avez des élus martiniquais et guadeloupéens qui vous font confiance et qui sont prêts à cheminer avec vous, du moins... Non, qui sont prêts à faire un parrainage en tant que caution démocratique. Ça ne veut pas dire qu'ils soient pour. Ils sont pour une démarche. Après, le fond
l'analyse du projet, etc., je pense que si j'ai les 500 signatures, je pourrais à ce moment-là pouvoir peaufiner le projet et notamment au niveau de la Martinique et de la Guadeloupe, pouvoir mettre ensemble tout le monde pour dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on met dans exactement notre demande, qui pour moi, c'est ce que j'appelle le fédéralisme, c'est-à-dire qu'on peut aller même à une cour de juridiction locale, tout en étant une cour supérieure de la magistrature, par exemple. Bon. Donc ce sont des projets à affiner. Et moi, j'étais dans mon livre plus pour que les présidents de régions, de grandes régions françaises qui sont au nombre de 13, et les présidents de régions ou de CTM, en l'occurrence à la Martinique, les 5, en mettant Mayotte dedans, puissent se réunir pour trouver un socle commun que les régionalistes auraient pu chacun dans sa partie de France proposer pour l'élection présidentielle. Donc là, je verrai après le programme avec les élus, si tant, j'affinerai le programme, si tant est que j'ai d'abord la première chose des 700 signatures. Alors, quels sont ces élus qui sont prêts à vous Alors, c'est offrir écrit dans le livre, donc je n'ai pas de secret. Les 2 de la Guadeloupe qui m'ont fait par amitié, et tout simplement, ils n'ont pas dit qu'ils prenaient un engagement définitif. Ils l'ont fait pour me permettre d'écrire mon livre, et puisque je leur ai présenté un dossier. C'est le docteur Marie Hetzold à Marie-Galante. Vous savez que les Hetzold, alors mon père a été étudiant en médecine, vous l'avez rappelé au départ que je suis né d'une union de mon père qui est devenu étudiant. Donc c'était à peu près à l'époque du docteur Marcel Hetzold, et Amar, enfin un certain nombre de Martiniquais et Guadeloupéens qui ont été étudiants. Et puis M. Abelli, parce que je pense qu'il avait été intéressé, je parlais de géothermie et de voir probablement, comme c'est le maire de Bouillante, il a eu la gentillesse en me disant, Monsieur Petit, c'est pour vous aider dans votre démarche. Oui, il n'a pas pris plus d'engagement, mais il a eu la correction. Et les 7 maires de Martinique, il y a quand même un vice-président de la CTM qui est M. Zobda, le maire du Lamentin qui est la 2e commune. J'ai la 3e commune, le Robert, avec M. Montieu. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais j'en ai 7. Et bon, ma belle-mère qui est maire du Monde-Rouge, c'est-à-dire que mon père est décédé, mais c'est son épouse, sa veuve, qui est actuellement là, au Monde-Rouge. J'ai Sainte-Anne, j'ai Rivière-Pilote, j'ai Bellefontaine. Donc, il y a quand même 7 communes dès le départ. Hein, depuis, j'ai mis un petit frein. C'était juste pour écrire mon livre et faire ce fameux chapitre, La preuve par 9. 7 maires de Martinique, 2 de Guadeloupe. Bon, ben, je sens qu'il y a quelque chose à faire. Et puis ensuite, vous verrez sur le livre qu'il y a un road trip politique, ce que j'ai appelé road trip politique. J'étais en France récemment du 13 mars avec 2 amis au 25 mars et j'ai pu faire distribuer dans 19 départements 146 dossiers en roulant toute la journée pour que ces gens savent qu'il y a un Martiniquais qui est passé, qui a laissé un dossier et qui prétend effectivement demander des parrainages pour être candidat à la présidence. Alors, vous parlez de la Martinique, de la Guadeloupe et pas vraiment de la Guyane. Alors, vous savez, c'est une commodité parce que nous sommes vraiment frères et sœurs en étant très proches géographiquement. La Guyane, c'est un continent et dirons que dans ce continent guyanais, j'irai le moment venu, mais la proximité des 2 îles, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire d'abord mon socle et ensuite d'aller plutôt sur l'Hexagone, puisque comme il vous faut 30 départements au total, minimum, je préfère le budget que je me suis alloué, je préfère aller sur l'Hexagone pour pouvoir voyager et tenir cet engagement de chercher des signatures. Et j'irai en Guyane de toute façon le moment venu. Mais c'est un continent, c'est à côté du Brésil, c'est une autre philosophie, même si effectivement tous les Guyanais sont issus de Guadeloupéens et de Martiniquais, beaucoup en tout cas qui ont émigré là-bas. Je préfère attendre le moment venu. Pour le moment, je voudrais consolider et faire le maximum de routes en France pour qu'on sache, ne serait-ce qu'au sein de l'UDI, mon parti national, qu'ils entendent que, effectivement, M. Petit. Et puis, j'essaie, je vous avoue... Vous leur mettez le couteau sous la gorge, quelque peu quelque part, et enfin, vous savez, c'est un modeste couteau, et puis, surtout, j'espère... Un couteau qui coupe quand même. Et puis, j'espère surtout que Média National, et peut-être qu'ils regardent Canal 10, je suppose que votre réputation dépasse la Martinique et la Guadeloupe, un média national se dise, bon, ben, qui c'est ce monsieur? Pourquoi ne pas lui donner sa chance de passer sur une antenne nationale? Et c'est ce que j'espère pouvoir exprimer ce vœu et que les maires des 36 000 communes de France l'écoutent. Alors justement, comment faire pour qu'on puisse vous prendre au sérieux? Parce que souvent, il y a des gens qui ont essayé et on disait que c'était des farfelus, des gens qui de toute façon rêvaient, etc. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire qu'on peut vous prendre au sérieux? Alors, 2 choses. La première, c'est le livre.
c'est-à-dire que si on arrive à le voir, on verra que ce qui est écrit à l'intérieur, il y a en dehors de mon un petit peu d'autobiographie. Et puis la deuxième chose, c'est vous. Si Mme Boissé m'a invité sur son plateau, je lui ai envoyé un petit mail de la Martinique ou un petit fax qu'elle m'a envoyé, c'est qu'elle s'est dit que ce monsieur doit être sérieux. Je Alors, suppose c'est vous qui pouvez me répondre. Je tiens à vous dire que lorsqu'il y a une demande qui est faite, je reçois les invités. Je ne fais pas de différence entre les personnes ou les élus. Je reçois systématiquement. Donc, ça rentre, je vais dire, dans ma manière de voir les choses et de laisser cette antenne ouverte à ceux qui ont besoin de s'exprimer. Alors, je pense que c'est petit à petit, sans jeu de mots sur mon nom, que la toile va se tisser et que les gens verront par une certaine persévérance, je ne vais pas dire une obstination, une certaine persévérance, une certaine cohérence, une certaine logique dans mon parcours, que je sois candidat et qu'ils diront pourquoi ne pas lui donner une chance, puisque ça apporte un autre éclairage venant de 7000 km, puisqu'effectivement le cœur des parrainages se situe dans l'Hexagone, il faut en être conscient. Alors quels sont les partis nationaux qui pourraient être à vos côtés? Quels sont les partis amis? Est-ce que à part l'UDI, Monsieur Macron, le parti de Monsieur Macron, peut faire l'affaire. Vous savez que je distingue dans mon livre 3 groupes. Bien entendu, le groupe de ce qu'on va appeler quelque part les mélanchonistes, une certaine idée extrémiste qui n'est pas la mienne. Le groupe du Front National ou du Rassemblement National maintenant de Mme Le Pen, je respecte tout le monde, qui n'est pas la mienne parce que ça correspond à certaines thèses xénophobes qui ont peur de l'étranger, alors que ce n'est pas le cas. Et puis il y a les macronistes qui, par la théorie du ruissellement, ont fait appel à une certaine élite. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a une certaine consanguinité de pensée qui correspond. Alors, je ne vais pas jeter les énarques dans le même tableau, mais je vais dire que chez M. Macron, entre l'élite de la banque, l'idée que ce soit seulement des entreprises du CAC 40, ce qui est vrai, qui produisent de la richesse et qui permettent de pouvoir ruisseler, c'est vrai, mais c'est fait, comme M. Macron avait dit à un moment donné, des gens qui ne sont rien dans une gare. Je pense que là non plus, ce n'est pas très audible au niveau d'une population qui souffre en France, et que quelqu'un qui vient là, comme ça, et qui se sent en tout cas simple, et qui est simple, j'estime que c'est un monsieur simple, peut-être séduire un électorat, en tout cas pour les parrainages de petits maires de communes, et puis peut-être des maires à identité. Vous savez, en Corse, en Bretagne, il y a peut-être des gens qui sont plus sensibles, en Occitan, au discours régionaliste. Donc on verra bien ce qui va se passer. Je vous ai dit que je pars confiant pour les 500 signatures et que la suite ne m'appartient pas. Que reste-t-il comme parti politique? Non, donc vous avez enlevé tout cela. J'ai enlevé tout ça, donc je vous ai dit que c'est plus le travail de terrain sur les petites communes qui va payer, et puis on verra ce que lui dit. Travail laborieux. Un travail laborieux, mais je vous ai dit que ce n'est pas facile. Ça suppose des séjours en France 2 fois par an, et tout ça est raconté un petit peu dans le livre. Est-ce que je vais pouvoir tenir mes engagements? Je n'ai pas une manne financière qui tombe, mais je le fais, je joins l'utile à l'agréable. On verra un petit peu le parcours tel que je le fais. C'est un défi pour vous? C'est aussi un défi pour moi, mais vous savez, madame, la vie, ce sont surtout des projets. Et dans la vie, je fais des projets quinquennaux. Vous arrivez aux études secondaires, vous avez besoin de bac. C'est 5 ans, grosso modo, quand vous rentrez en 6e, 5e. Vous arrivez, vous faites vos études de pharmacie. À l'époque, c'était 5 ans. Maintenant, il y a la thèse, etc. Vous faites une présidentielle, c'est 5 ans, le mandat. Donc, vous faites des projets. J'ai fait un projet et je vais jusqu'au bout de ce projet qui se situe en 2027. Et je dirais que j'ai en moi une certaine foi, une certaine espérance, mais surtout une certaine persévérance. Et puis, même si la phrase, c'est le doute est le sel de l'esprit, je suis avant tout un entrepreneur. Et l'entrepreneur prend des risques. Donc vous êtes venu parler aux élus guadeloupéens? Alors oui, c'est-à-dire que j'ai eu une réunion que je fais normalement à la mairie de Petit-Bourg, et cette réunion les élus ont reçu une invitation. Alors, il y a une partie par la poste, donc je ne sais pas si c'est arrivé, une partie par mail pour les conseillers généraux et les conseillers régionaux, en tout cas les mails que j'avais. Je n'ai aucune idée de leur accueil, mis à part qu'au départ, quand j'ai déposé mon dossier dans 29 mairies sur 32, je ne suis pas allé à la Désirade et je ne suis pas allé au Saintes.
au début, je crois que je ne sais pas si je le dis dans le livre, mais ce sont les 3 communes que je n'ai pas vues, les 2 des Saintes et de la Désirade. Le reste a reçu un dossier, donc on verra à terme, puisqu'il nous reste 4 ans, mais ce passage est quand même un passage fort et symbolique, et je vous remercie de m'avoir invité. Oui. Alors, quels sont les temps forts de ce livre, puisque vous êtes venu aussi avec le livre qui est censé parler, quand vous ne serez plus en Guadeloupe, parler à votre place. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir au niveau de ce livre avec ce titre, je vais dire, particulier? Non, on doit retenir qu'il y a quelqu'un d'engagé qui est effectivement volontaire et qui pense que les obstacles, c'est ceux qu'on voit quand on ne fixe pas l'objectif, on voit plein d'obstacles. C'est donc un message d'optimisme et d'espoir, puisque je suis plutôt un optimisme de la vie. Je dis dans ma première partie que je suis resté cet étudiant optimiste et rieur. La deuxième partie, ce sont les valeurs. Donc, je suis un libéral. J'explique pourquoi je ne suis pas un communiste. Les choses sont claires, qu'elles soient dites. J'explique pourquoi il faut une croissance, mais une croissance vertueuse, et plutôt une croissance qui est la politique de l'offre. Donc, on rentre même dans l'économie. Je ne fais pas de cours d'économie, mais j'explique pourquoi une politique de l'offre de l'entreprise plutôt qu'une politique de la demande où on arrose et on donne trop de pouvoir d'achat qui entraîne l'inflation. J'explique les choses. Je crois à la République de la fraternité. J'explique que je voudrais des peuples, peuple de Guadeloupe, peuple de Martinique, dans la Constitution avec le peuple basque, le peuple occitan. La République de la liberté. Donc je fais un discours sur l'abolition de l'esclavage. Et si aujourd'hui on est le 23 mai, c'est parce que justement il y avait une marche en Guadeloupe qui a été initiée par un Guadeloupéen, Serge Romana, à l'époque le 23 mai 1998. Et il y a donc 25 ans, suite pour l'abolition mémorielle qui a été retenue, donc comme date référence en France, donc qui veut dire qu'il y a quand même une République de la liberté. Et puis je parle de la République de la solidarité, où je suis pour un revenu minimum universel qui est différent du RSA parce qu'il sera attribué à tout le monde. Mais il faut aller dans le livre pour comprendre pourquoi, comment. Et puis, à la fin, ce sont un ensemble de projets. Je ne veux pas une politique du tout liberticide. Par exemple, je suis contre l'extension de radars. Si vous faites des radars partout, vous êtes quelque part fiché votre liberté. Surtout sur des petits territoires. C'est pas faire de la démagogie. C'est d'expliquer qu'il faut, oui, des radars, mais uti, non abuti, en latin, usez, n'abusez pas. Donc, c'est une école de modération qui permet quand même de voir que tout en étant modéré, on peut avoir des convictions sincères. Est-ce que vous vous considérez comme un populiste? Non, pas du tout. Un populiste, c'est quelqu'un qui effectivement vend de la démagogie, c'est-à-dire des choses irréalisables. Moi, je fais vers une école de modération, mais je vends des choses concrètes, mais en étant un modéré. Donc je ne suis pas un populiste, mais il faut toujours avoir une dose forcément. Quand vous avez votre histoire, c'est que vous devez flatter quelque part l'orgueil, l'ego du peuple. Donc il y a toujours une petite connotation populiste. Mais je ne suis pas... mais le vrai populiste, lui, c'est souvent... Il vend des rêves non réalisables qui peuvent tourner au cauchemar. Ce n'est pas mon cas. Que pensez-vous de cette notion d'autonomie? On en parle de plus en plus pour la Guadeloupe et la Martinique. L'autonomie, on y est déjà avec la décentralisation. Vous savez qu'avant, les budgets n'étaient pas votés, ils étaient faits par le préfet, ils étaient votés par le préfet. Depuis la loi de décentralisation, on fait des budgets, on les vote. Alors, changer un système fiscal et appeler ça autonomie, ça ne me dérange pas. Le système fiscal, je le mets dans le fédéralisme, c'est-à-dire que je vais plus loin que l'autonomie, mais ce que je souhaite, c'est que ça soit à l'échelle de toute la France et de l'outre-mer. C'est-à-dire que je ne veux pas une région autonome Martinique ou une CTM Martinique autonome ou une Guadeloupe autonome. Je préfère que la région basque soit autonome, que la région bretonne soit autonome, que la région Hauts-de-France soit autonome. C'est ce que j'appelle le fédéralisme. Et c'est pour ça que je souhaitais qu'autour de la table, il y ait 13 présidents de régions nationaux de l'Hexagone et on va les appeler les élus ultramarins, les 5, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, qui soient mis dans une même problématique autour de la table, qui est 18 personnes qui discutent et qui disent quels sont le socle commun de ce qu'on va appeler l'autonomie, qui pour moi, le terme autonomie est trop restrictif. Je préfère l'addition, fédéralisme, et mettre tout le monde ensemble. Pour aller plus loin, l'indépendance? Non, pas du tout, puisque c'est très clair que, je vous ai dit le fédéralisme, ça veut dire qu'on est relié par la France,
et que cohabite le drapeau martiniquais ou le drapeau guadeloupéen ou le drapeau basque ou le drapeau occitan à côté du drapeau français et surtout à côté du drapeau européen, puisque je pense que nous faisons partie d'un ensemble culturel. Je ne suis pas pour que la Chine vienne à la Martinique, je ne suis pas pour que la Russie vienne à la Martinique, je ne suis pas pour que les États-Unis viennent à la Martinique, mais à tout choisir, je préfère largement l'idée européenne qui vient du siècle des Lumières, qui vient de l'abolition de l'esclavage, qui vient d'un certain nombre de paramètres dont nous sommes plus proches qu'on ne le croit, malgré tous les retours que tout le monde, chacun demande pour plus d'identité. Mais il faut pouvoir trouver que, j'emploie beaucoup le terme de créolisation, mais pas comme M. Mélenchon, qui était une créolisation assez sectaire, la sienne, puisqu'elle est socialement, il ne voit que le bas peuple, une créolisation qui est un métissage de l'altérité et des cultures, qui était une théorie de Martiniquais, de M. Édouard Glissant, pour faire un tout-monde que j'espère pour la France. Et puis, la politique menée par Serge Letchimy et son franc-parler, qu'en pensez-vous? Alors, je suis très bien avec M. Letchimy, je suis le premier parmi les têtes d'or. Vous avez dit que je suis allé à plusieurs élections. J'étais dernièrement à l'élection de la CTM. Il y a eu 14 listes, il y en a 4 qui sont passées, 10, je fais partie des 10 éliminés, donc le score importe peu. Et je suis le premier à qui il a tendu la perche, puisque j'étais, il y a une photo d'ailleurs à la ferme avec M. Letchimy, M. Zobda, etc., où je suis allé parler des véhicules hors d'usage à la Martinique, sur un des thèmes, puisqu'il a invité les têtes de liste qui le souhaiteraient à proposer un projet. Donc je suis reconnaissant. Donc c'est votre ami? Oui, M. Letchimy est mon ami, mais ses thèses dites d'autonomie restrictive. Alors, ils ont bien entendu fait bien des efforts depuis, c'est-à-dire qu'ils sont dans la France, ils sont clairement. Donc, si vous voulez, c'est un artefact de communication. C'est une communication parce que c'est M. Césaire. M. Césaire est le premier à avoir parlé du fédéralisme. Et c'est parce que la droite était répressive qu'il est arrivé à la notion d'autonomie et à la notion de peuple martiniquais. Donc, j'ai repris la notion de peuple, mais je ne suis pas allé jusqu'à la notion de nation qui, elle, entraînerait la notion d'indépendance d'État. Voilà, mais c'est marqué sur le livre, donc il faut découvrir le livre. Y a-t-il une possibilité qu'il puisse vous offrir les signatures? Je le pense très sincèrement. Alors, vous lui avez demandé? Non, je lui ai donné un dossier le 23 septembre. Ce sont des gens qui, normalement, traditionnellement, soutiennent le candidat socialiste depuis des années. Ça veut dire qu'ils ont soutenu Mitterrand comme ils ont soutenu Mme Hidalgo. Donc ça sera très dur à avaler, mais M. Letchimy, je pense qu'il pourrait, et comme il a des conseillers territoriaux, je pense qu'à travers lui, je pourrais trouver les 50 signatures. Mais je vous dirai ça dans 3 ans quand vous me réinviterez sur votre plateau. Merci Philippe Petit d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour notre émission Que les choses soient dites. Excellente soirée à tous.